Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre, le 25 mars 2025. Cette semaine, beaucoup de sujets à l'agenda. Bien sûr, on fera un retour rapidement sur les négociations entre l'Ukraine et la Russie, les États-Unis qui veulent maintenant négocier avec l'Iran sur la question du programme nucléaire iranien, le Canada qui entre en élection et qui s'arrime avec l'Europe. On en parlait la semaine dernière, en fait, de cette possibilité que le Canada décide de transférer certains de ses achats d'armement du côté des producteurs européens. Clairement, on s'en va dans cette direction et il est même question, en fait, d'un rapprochement stratégique beaucoup plus large qui dépasse l'armement et qui va, semble-t-il, sur les enjeux de défense plus largement. Ensuite, la Turquie qui plonge au bord de l'autoritarisme encore, devrais-je dire, étant donné bien sûr les antécédents d'Erdogan à cet égard. La Turquie qui arrête le principal opposant d'Erdogan à l'élection présidentielle. On reviendra là-dessus tout à l'heure sur les implications tant à l'intérieur de la Turquie que pour la région tout entière. Négociations commerciales avec la Chine. La Chine qui explore actuellement la possibilité de limiter ses propres exportations vers les États-Unis afin de apaiser, si on veut, l'administration Trump. La Côte d'Ivoire demande à la France de quitter son territoire, donc la France qui perd encore une fois, si on veut, une position en Afrique. Israël veut prendre le contrôle de Gaza et une nouvelle alliance militaire dans les Balkans. Finalement, bon, si on a un peu de temps, j'aimerais qu'on parle ensuite en fin d'émission peut-être. Ce qu'on pourra peut-être le glisser dans le segment de l'armement, ce fameux F-47, donc le chasseur américain de 6e génération, vanté par Trump au cours de la dernière semaine. On commence donc sans plus tarder avec les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Alors, je devrais dire en fait entre la Russie et les États-Unis, avec l'Ukraine en arrière-plan, étant donné bien sûr que le gouvernement Zelensky ne participe pas directement aux échanges avec la Russie. On est plutôt tenu en marge et les Américains négocient au nom de l'Ukraine. On nous rapporte donc à travers l'agence France-Presse que Ukrainiens et Américains ont tenu de nouvelles discussions dimanche en Arabie saoudite en vue d'une trêve partielle dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, à la veille de pourparlers russo-américains qualifiés d'emblée difficiles par le Kremlin. Ça est important de le comprendre aussi. On a vraiment deux lectures complètement différentes. Alors que d'un côté, chez les médias occidentaux, on a une lecture très optimiste de l'état des négociations. Du côté du Kremlin et des agences de presse russes, c'est plutôt le contraire. On semble très prudent et on rappelle constamment qu'il y a beaucoup de travail à faire avant d'arriver à quoi que ce soit. Donc, d'abord, on va faire la lecture d'un article qui nous vient de l'agence France-Presse. Donc, à prendre avec un grain de sel quand on a un certain optimisme vis-à-vis des négociations, ça ne se reflète pas dans la presse russe actuellement. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé dans un message sur les réseaux sociaux à pousser son homologue Poutine à donner un véritable ordre pour arrêter les frappes, parlant bien sûr des frappes sur les infrastructures énergétiques notamment. Celui qui a déclenché cette guerre doit la finir, a-t-il dit. Il est clair pour tout le monde que la Russie est la seule à faire durer cette guerre et sans pression, ils continueront à Moscou à mépriser la véritable diplomatie et à détruire des vies. Donc la position ukrainienne actuellement qui dit la Russie doit en premier mettre fin à ses attaques sur l'Ukraine, spécifiquement sur les infrastructures énergétiques et civiles, pour qu'on puisse mettre en place un cessez-le-feu le temps des négociations. Commentant les pourparlers prévus lundi entre les négociateurs américains et russes, donc en ce moment, l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, s'est montré optimiste, disant s'attendre à de vrais progrès avec le Kremlin. Malgré l'accélération des efforts en vue de rapprocher les vues des belligérants sur les moyens de parvenir à un cessez-le-feu dans la guerre déclenchée par l'invasion russe, les combats se poursuivent avec des frappes meurtrières en Ukraine et en Russie. Bien évidemment, oui. La Russie, actuellement, on en parlait d'abord dans les dernières semaines, la possibilité que la Russie voit l'opportunité de maximiser son avantage à l'arrivée, à l'approche d'un cessez-le-feu. Parce qu'on sait que la négociation va surtout se tenir autour de la ligne de contrôle au moment où on en vient un cessez-le-feu, au moment où on siffle la fin de la partie. On va regarder à quel endroit se trouve chacune des armées et probablement que ça va servir de point de départ à la négociation territoriale et au partage des avoirs. Donc là-dessus, il ne faut pas se surprendre. La Russie, oui, multiplie les attaques. Même chose du côté de l'Ukraine d'ailleurs, qui de son côté, certes, a peut-être moins de capacité à pénétrer le territoire russe, mais on a quand même été d'un certain nombre de frappes de drones et de missiles sur le territoire russe au cours des derniers jours. Nous avons fini notre réunion avec l'équipe américaine. La discussion a été productive et ciblée, nous disent les Ukrainiens. Nous avons abordé des points clés, notamment l'énergie, à la veille de pourparlers russo-américains, ajoutant que l'Ukraine s'efforçait de concrétiser son objectif d'une paix juste et durable.
Washington et l'Ukraine poussent au minimum pour un arrêt provisoire des frappes sur les sites énergétiques largement endommagés du côté ukrainien après plus de 3 ans d'invasion russe. Là-dessus, il y a un intérêt réciproque des deux côtés. Donc, effectivement, c'est tout à fait une bonne idée pour Washington et l'Ukraine de se concentrer d'emblée sur les infrastructures énergétiques parce que tant l'Ukraine que la Russie aimeraient bien voir ces attaques s'arrêter. Il y a très longtemps, on a commencé à frapper les infrastructures nucléaires, particulièrement autour de la région de Zaporizhia. On a été très inquiets là-dessus. Ensuite, on s'est concentré sur tout ce qu'il y avait de transformateurs d'électricité, d'usines, de production d'énergie, tout ce qu'il y a de l'infrastructure de gaz naturel du côté de l'Ukraine. On a commencé à viser ces infrastructures également. Donc, des deux côtés, on a un intérêt réciproque et c'est un bon point de départ. Si on est capable ensuite de créer un peu de confiance, si on veut, entre le Kremlin et Kiev, pour qu'on soit capable ensuite d'en arriver à un cessez-le-feu peut-être complet. En ce moment, un cessez-le-feu partiel serait déjà un bon point de départ. Des négociations difficiles, anticipe le Kremlin. Voilà donc la position de la Russie. Le président russe Poutine, dont l'armée avance sur le terrain malgré de lourdes pertes, semble jouer la montre tant que ses hommes n'ont pas expulsé les troupes ukrainiennes de la région frontalière de Koursk. À ce stade, le Kremlin soutient s'être uniquement mis d'accord avec Washington sur un moratoire concernant les centres énergétiques des deux belligérants. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a d'ores et déjà tempéré les attentes quant à ces nouvelles discussions. Il s'agit d'un sujet très complexe et il y a beaucoup de travail à faire, a-t-il fait valoir à la télévision russe, estimant que ces négociations seraient difficiles. Nous n'en sommes qu'au début, a-t-il encore dit en vue d'un règlement du conflit. Symbole de ces divergences, la délégation ukrainienne sera menée par le ministre de la Défense, tandis que Vladimir Poutine a décidé d'envoyer un ex-sénateur, diplomate de carrière et un cadre du FSB, des gens de moins grande notoriété. Donc, il n'y a pas de réciprocité là-dessus pour ce qui est des négociations. On aurait pu effectivement envoyer M. Lavrov, du moins, pour ce qui est du ministère des Relations étrangères, ministre des Relations étrangères en Russie. On s'en est tenu donc à des diplomates et des officiers de second ordre, si on veut. L'accord céréalier, ces fameux accords donc pour l'exportation des céréales ukrainiennes qui seraient toujours sur la table. Autre différence notable, Peskov a affirmé dimanche que le principal sujet des discussions entre Russes et Américains serait la reprise de l'accord céréalier en mer Noire, omettant complètement de mentionner un éventuel accord d'arrêt des combats limité ou sans condition. Important de le mentionner. Donc, si les Ukrainiens en ce moment nous disent que ça avance relativement bien, on a des exigences, on parle d'un cessez-le-feu, les Américains sont aussi très optimistes, on nous dit qu'on s'attend à des progrès. Les progrès, du moins ce que nous disent les Russes, c'est la question de l'accord céréalier. Cet accord qui avait été mis en place assez rapidement après le début de la guerre, en fait à partir de l'été 2022, alors qu'on avait constaté le besoin pour l'Ukraine d'exporter ses marchandises, particulièrement les produits agricoles et les récoltes pour éviter que d'abord que ce soit perdu et pour éviter une perturbation sur les marchés internationaux. On avait donc assuré le transit sécuritaire de beaucoup de ces marchandises à l'extérieur de la mer Noire, leur permettre de transiter et cet accord s'est effondré, malheureusement, à peu près 1 an plus tard, ce qui a amené, oui, une certaine perturbation sur les marchés internationaux et ça a forcé l'Ukraine à utiliser, disons, des déversoirs un peu moins optimaux pour ce qui est de sa production agricole, des pays européens notamment, avec toutes les tensions qu'on a connues à partir de 2023, alors que les produits agricoles ukrainiens ont arrêté de se déverser sur les marchés traditionnels, ils se sont retrouvés beaucoup plus souvent sur le marché européen, alors que les pays continentaux en Europe ont levé la main et ont dit « Attention, nous, on va les acheter, vos produits agricoles, pour éviter que, l'économie ukrainienne s'effondre, pour éviter que ça cause une perturbation sur le marché international et encore plus pour éviter de faire un cadeau à la Russie, alors qu'on aurait encore plus affaibli l'Ukraine en la laissant isolée, donc dans ce manque de débouchés commerciaux. Résultat, ça s'est en fait retourné contre l'Ukraine et contre l'Europe parce que ça a causé beaucoup de tensions chez les agriculteurs européens qui, eux, ont vu une espèce de dumping des produits ukrainiens directement sur leur marché et ça a causé une réponse très, très, très acerbe, spécifiquement d'ailleurs en Pologne, alors que certains ont dénoncé le fait que les prix étaient largement réduit en raison de l'importation de produits ukrainiens. Donc, à faire attention quand même là-dessus. Cet accord céréalier avait été quand même au cœur de cet échange entre l'Europe, l'Ukraine, la Russie sur la question des flux agricoles.
La Russie s'en était retirée après un an, déplorant que les Occidentaux ne respectaient pas à ses yeux les engagements censés assouplir les sanctions visant les exportations russes. Nos négociateurs seront prêts à discuter des nuances autour de ce problème. Ce serait donc une nouvelle demande de la Russie qui voudrait s'assurer qu'on puisse lever probablement un certain nombre de sanctions sur sa propre industrie avant même d'entrer en négociation. La Russie, qui ne cesse d'ajouter des nouvelles demandes au fur et à mesure où on avance dans cette négociation, nous parlait initialement de tout simplement délimiter si on prenait le Donbass ou pas. On nous parlait de la garantie de sécurité. On voulait s'assurer, avant même de commencer les négociations, que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN. On a donné ça d'emblée. On nous parlait d'une force de maintien de la paix. Aujourd'hui, la Russie demande aussi à ce que ce soit mis de côté, qu'on exclue entièrement la question. En fait, à travers ces négociations en Arabie Saoudite, on a entendu des théories assez spectaculaires, comme quoi, notamment, les Chinois pourraient être appelés à déployer une force de maintien de la paix en Ukraine. C'est une rumeur, doit-on le dire, qui a été immédiatement démentie par le ministère des Affaires étrangères chinois, disant que la position de la Chine est absolument bien connue là-dessus, qu'elle est hors de question. Mais comme quoi, on a flotté beaucoup d'options en alternative à avoir une garantie de sécurité occidentale. Maintenant, la Russie demande à ce qu'on remette en place l'accord céréalier. On nous parle d'une levée totale et entière des sanctions. On nous parle maintenant, additionnellement, on vient de le voir en fait, de retirer les troupes ukrainiennes de la région de Koursk avant même de commencer une négociation sérieuse. Alors, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de demandes et d'exigences de la Russie qui clairement est dans une posture de force dans cette négociation. On en parlait la semaine dernière, à savoir quelles seront les exigences de Donald Trump, parce que jusqu'à maintenant, on ne demande virtuellement rien de la Russie. Ça pourrait être un des éléments, en passant, l'accord céréalier, c'est plutôt la Russie qui a des concessions à faire là-dessus. À savoir, la Russie doit garantir la sécurité, le transit sécuritaire des marchandises ukrainiennes en dehors de la mer Noire. La Russie a la capacité d'offrir cette garantie d'un cessez-le-feu partiel sur la mer Noire. L'Ukraine pourrait réciproquer, absolument. On pourrait retourner la même chose et être mutuelle là-dedans. Cela étant dit, la Russie, bon, on voit qu'elle négocie depuis une position de force. Elle n'a pas nécessairement l'intention, effectivement, d'en venir à un cessez-le-feu immédiatement. Et chaque jour qui passe vient un peu embarrasser Donald Trump là-dessus. C'est pourquoi, bon, on va peut-être donner quelque chose à se mettre sous la dent, comme notamment un cessez-le-feu partiel sur les infrastructures énergétiques, etc., parce qu'on espère que Donald Trump reste favorable ou ouvert à la position russe. À partir du moment où Trump commence déjà à faire miroiter la possibilité d'un durcissement de la posture américaine vis-à-vis Moscou, comme quoi, faites attention, on a la carotte, mais on a aussi le bâton. Si jamais on se rend compte que vous ne collaborez pas dans la recherche de l'établissement d'un cessez-le-feu, il est tout à fait possible qu'on se retourne contre Moscou, continue à armer l'Ukraine, et ça, on continue à faire miroiter cette possibilité. Donc, là-dessus, la Russie est un peu entre deux postures. Elle essaie quand même de ne pas trop frustrer les Américains tout en essayant d'en extraire le maximum possible avant de commencer une négociation. La clé, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir l'air de mauvaise foi. La Russie doit avoir l'air de vouloir négocier, seulement d'être inquiète d'un certain nombre d'enjeux et de demander à ce que ce soit adressé. Là-dessus, en ce moment, la Russie mène clairement la cadence dans la négociation. On continue avec, parlant de négociation, les États-Unis, cette fois, qui veulent parler avec nos amis de l'Iran sur, spécifiquement, sans surprise, le programme nucléaire iranien. On se parlait de la posture de faiblesse dans laquelle se retrouvait l'Iran après l'effondrement de son axe de la résistance, en l'occurrence le Hamas, le Hezbollah et les milices chiites qu'on retrouve en Irak, en Syrie et au Yémen à travers les Houthis. C'est cet axe de la résistance qui a été effondré ou du moins largement diminué, pour pas dire neutralisé, par les opérations tant israéliennes que américaines au cours de la dernière année, des 2 dernières années. L'Iran, naturellement, a moins de cartes à jouer. C'était vraiment ses outils pour déployer sa posture et sa politique étrangère, pour déployer son influence à travers le monde et projeter son pouvoir. À partir du moment qu'on lui retire ses cartes, il était assez évident que l'Iran avait besoin d'un nouveau moyen de dissuasion. Et d'ailleurs, on l'évoquait ici à la revue de presse, cette possibilité assez évidente que que l'Iran recherche un programme nucléaire militaire, donc une capacité de dissuasion nucléaire à travers la bombe. Les Américains ont fait le même calcul, voyant, bien sûr, stratégiquement que l'Iran était plus isolé que jamais, qu'elle avait besoin de cette capacité de dissuasion. On voyait qu'il y aurait probablement une motivation renouvelée du côté du régime iranien d'obtenir cette arme nucléaire. Aujourd'hui, les États-Unis,
après avoir fait miroiter l'inévitabilité d'une guerre contre l'Iran, nous disent il y a une alternative. L'Iran peut abandonner entièrement son programme nucléaire. Des demandes beaucoup plus exigeantes, soyons clairs, que ce qui avait été mis sur la table lors du premier cycle de négociation à travers l'administration de Barack Obama, qui avait obtenu la première entente avec les acteurs européens et les États-Unis et l'Iran dans cette entente autour de 2015 pour limiter, contraindre le programme iranien, mais tout de même permettre son existence. On reconnaissait le droit de l'Iran d'avoir un programme nucléaire civil, contrôlé, supervisé. Et c'est ce qui avait été dénoncé d'ailleurs tant par Israël que par les républicains, que par les lobbies anti-iraniens à travers les États-Unis, à travers le monde. Tout le monde disait éventuellement, l'Iran va finir par tricher. S'il y a moindrement un conflit, l'Iran va maintenir sa capacité à travers son programme nucléaire civil. Elle va quand même avoir des centrifugeuses, elle va quand même avoir une capacité de fabriquer des armes nucléaires. Alors on dit, on devrait plutôt éliminer entièrement le programme. L'entente qui avait été signée par Obama, John Kerry, etc., était vue comme naïve et notamment dénoncée par Donald Trump. Avance rapide à l'arrivée de Trump, en 2017, on déchire cette entente assez rapidement. Ça place l'Iran en isolation. L'Iran, donc, et c'est d'ailleurs l'intention, on parlait de cette campagne de pression maximale, maximal pressure de l'administration Trump contre l'Iran. On s'était dit, on va essayer de les étrangler. On va essayer autant que possible de les isoler, d'éliminer l'entièreté de leur levier de négociation, de leur levier de projection du pouvoir, Hamas, Hezbollah, Houthi, etc., Assad, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et ensuite, l'Iran n'aura pas d'autre choix que de négocier. Aujourd'hui, force est de reconnaître que c'est exactement ce qui s'est produit, que le plan de pression maximale mis en place par l'administration Trump, qui a été largement poursuivi en passant par l'administration Biden, certes avec moins de vigueur, avec moins de rigueur et de conviction. C'était pas un plan qui sortait de l'administration Biden, mais sur les grands paramètres, on n'a rien changé. On a continué à isoler l'Iran, on a continué à se ranger avec Israël là-dessus, on a continué pendant, écoutez, 2 ans de l'administration Biden, on a fait la guerre à Gaza, on a fait la guerre au Liban, on s'est pas gêné de quoi que ce soit. Alors, il faut comprendre donc que les États-Unis ont largement maintenu la même politique de pression maximale contre l'Iran. Aujourd'hui, le résultat qu'on avait espéré est en train de se matérialiser, alors que l'Iran, effectivement, n'a plus d'autre choix que de négocier, dans une bien pire posture qu'elle l'était lors du dernier cycle, alors qu'elle avait entre ses mains, oui, un programme nucléaire civil qui était en train de gagner de la vitesse et de gagner en crédibilité. Mais elle avait aussi le Hamas, le Hezbollah, les milices chiites. Elle avait les Houthis au Yémen qui étaient très actifs. Elle avait le régime Assad en Syrie. Elle avait un certain nombre d'alliés sur lesquels elle était capable de compter, de leviers de négociation. On retire tout ça. L'Iran aujourd'hui est en très mauvaise posture et n'a d'autre choix que d'écouter la proposition américaine. Les Américains, là-dessus, pour améliorer leur posture de négociation, viennent dire il y a 2 options. Encore une fois, cette fameuse stratégie de l'indésirable et de l'intolérable. Alors que Trump, par son envoyé spécial, M. Witkoff, toujours, nous dit soit c'est l'invasion, ou du moins une opération militaire, changement de régime, ou soit vous acceptez de entièrement mettre fin au programme nucléaire iranien. La démarche du président américain Donald Trump auprès du guide suprême iranien au sujet d'un éventuel nouvel accord nucléaire est une tentative d'éviter une action militaire directe, a déclaré l'envoyé spécial américain Witkoff. Nous n'avons pas besoin de tout résoudre militairement, a déclaré Witkoff à Fox News. Notre message à l'Iran est le suivant. Assoyons-nous et voyons si nous pouvons, par le dialogue et la diplomatie, parvenir au bon résultat. Si nous y parvenons, nous sommes prêts à le faire. Et si nous n'y parvenons pas, l'alternative n'est pas très prometteuse. Les commentaires de Witkoff font suite à l'annonce faite par Trump le 7 mars d'avoir adressé une lettre aux dirigeants iraniens, les invitant à engager des discussions sur les activités nucléaires de l'Iran et les prévenant d'une éventuelle intervention militaire en cas de refus. Cette approche a été vivement critiquée par Khamenei qui a déclaré que l'Iran ne dialoguerait pas avec un tyran. Trump a également menacé Téhéran de tout soutien aux Houthis alignés sur l'Iran au Yémen, qui ont repris leur soutien militaire aux Palestiniens en ciblant Israël, après avoir bloqué l'aide et repris sa guerre à Gaza. On a donc effectivement ce contexte additionnel, alors qu'on parlait tout juste la semaine dernière
de l'influence, si on veut, grandissante, ou devrais-je dire du rôle grandissant des Houthis dans l'espace sécuritaire régional, alors que les Houthis se sont mis, encore une fois, ont recommencé, devrais-je dire, les attaques contre les navires commerciaux et militaires américains et israéliens, en réponse bien sûr à la campagne israélienne à Gaza, blocage de l'aide humanitaire, etc. Aujourd'hui, les Américains essaient de négocier avec l'Iran, donc sur tous ces fronts, à dire, là, les Houthis nous dérangent, c'est problématique. La relation avec la Syrie, ça va continuer à être problématique si jamais on n'est pas capable de s'entendre. La relation avec l'Irak, ça va continuer à être problématique si on n'est pas en mesure de s'entendre. La relation avec le Hamas, Hezbollah. Il y a vraiment tous ces enjeux qui sont sur la table et qui doivent être négociés et on semble vouloir utiliser le programme nucléaire comme un point de départ. Est-ce que l'Iran, par exemple, en concédant son programme nucléaire, pourrait maintenir un certain nombre de relations avec les Houthis? Est-ce qu'elle pourrait maintenir un certain nombre d'acquis stratégiques qu'elle serait autrement forcée de concéder à travers soit des actions militaires ou encore de la contrainte économique ou quoi que ce soit? On a beaucoup de sanctions sur l'Iran actuellement. Est-ce qu'il y a moyen de négocier? Là-dessus, l'Iran a vraiment une fenêtre fantastique. Parce que depuis le début, son programme nucléaire est vraiment plus une tentative de négocier avec l'Occident et de gagner un levier supplémentaire plutôt que d'avoir une véritable capacité de dissuasion. Si jamais l'Iran obtenait demain matin la bombe, les Israéliens iraient tout simplement intervenir directement en Iran. On l'a vu d'ailleurs à quelques occasions, les Israéliens ont été très clairs qu'ils sont en mesure de frapper l'Iran en toute impunité. On a vu, on l'a commenté ici à la revue de presse dans les dernières semaines, dans les derniers mois, alors que les forces israéliennes ont mené des opérations aériennes directement en territoire iranien, bombardant des sites stratégiques qu'on aurait imaginé très bien défendus, mais sur lesquels les Israéliens sont en mesure de tapisser de bombes autant qu'ils le désirent. Donc là-dessus, il est important de le comprendre. Dans l'éventualité où il existait un programme nucléaire iranien vraiment crédible, qui était une menace, qui constituerait une menace à la sécurité régionale et spécifiquement à celle d'Israël, aucune chance que ce serait toléré. Aucune chance. Certainement pas par le régime de Netanyahou. Et ça, d'ailleurs, Netanyahou était très clair là-dessus, que si jamais il y avait la moindre possibilité, les Israéliens seraient forcés d'agir, et ce, peu importe ce qu'en pensent les États-Unis. Et c'est d'ailleurs pourquoi les États-Unis négocient autant avec l'Iran, pour éviter une escalade régionale, parce qu'ils savent très bien que dans l'éventualité où l'Iran développe une arme nucléaire, Israël ne le tolérera pas et qu'Israël ira probablement déclencher une escalade qui pourrait tourner en guerre régionale. Les Américains ne veulent rien savoir, étant donc, depuis des années, à travers l'administration Obama, depuis donc près de 10 ans, d'en venir à une fin négociée sur le programme nucléaire iranien. Une fois qu'on considère tout ce contexte, on voit aujourd'hui que la main de l'Iran est presque vide, qu'on n'a plus d'autres leviers et que tout ce qu'on a, c'est ce programme nucléaire. Clairement, on va vouloir le marchander en échange d'une levée totale des sanctions. Autrement, l'Iran est un peu acculé au pied du mur. Imaginons un scénario dans lequel l'Iran décide de ne rien concéder. Disons, on maintient notre programme nucléaire, vous n'avez pas un mot à dire et on continue à envoyer des attaques par les Houthis sur les navires militaires et civils américains, navires commerciaux. On continue à opérer business as usual, comme si de rien n'était. Les Américains feraient tout simplement donner le feu vert à Israël pour des attaques renouvelées sur les territoires iraniens. Et on mentionnait ici à la revue de presse à quel point les Américains avaient quand même contraint la capacité d'Israël à agir en limitant notamment les bombes qui étaient livrées à Israël. En termes de diamètre, de dimension, les bombes étaient beaucoup trop petites pour une frappe sérieuse sur le programme nucléaire iranien. Un programme qui est largement enfoui en dessous de la terre, dans des grottes, dans des cavernes, dans des installations souterraines et qui sont donc extrêmement résilientes au bombardement, résistantes au bombardement. Il aurait fallu des bombes qu'on appelle ces bunker busters qui ne sont pas fournies actuellement à Israël jusqu'à l'administration Trump, où on a commencé à le faire. Donc, sachant tout ça, si jamais l'Iran décide de ne pas jouer selon les règles, l'administration Trump a un levier incroyable. Elle n'a même pas besoin de faire les attaques elle-même. Elle a juste besoin de couper la laisse d'Israël et de laisser son pitbull attaquer l'Iran, tout simplement.
Israël serait ravi de le faire. Donc, je m'attends à une nouvelle entente nucléaire entre l'Iran et les États-Unis, avec une levée totale des sanctions, peut-être graduelle, certes, qui serait attachée à un certain nombre d'exigences vis-à-vis le régime iranien. Mais le régime iranien, en ce moment, encore une fois, est confronté à l'indésirable vis-à-vis l'intolérable. C'est l'effondrement du régime ou concéder le programme nucléaire avec une levée des sanctions. Donc là-dessus, il est possible aussi que l'Iran obtienne quelque chose de fantastique. Hein? Il y a quand même quelque chose... Puis on parle souvent de Trump, puis on le voit d'une manière... C'est vraiment difficile de comprendre Trump dans cette optique-là, parce qu'on a tendance parfois à voir la géopolitique avec trop de recul. C'est normal, ça a toujours été joué comme ça. C'est comme ça que les administrations américaines jouent la game depuis des siècles. C'est qu'on regarde avec une altitude de centaines de 100 000 mètres et on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut se positionner à travers le monde pour tirer avantage de la situation. Et ces notions-là de diviser pour mieux régner, c'est là que ça s'applique. Où on regarde un environnement régional, où on se dit quelles sont les forces en place, comment est-ce qu'on fait pour maximiser notre avantage dans cet espace. Parce qu'il est question de l'Arabie saoudite, de l'Iran, etc. Longtemps, tout ça, c'est à l'avantage des Américains. D'avoir un Iran isolé, d'avoir une Arabie saoudite forte, d'avoir un Israël dépendant, il y a beaucoup comme ça de trucs qui étaient stratégiquement vus comme dans cette espèce de partie d'échecs en 3D que les Américains jouent à travers le monde depuis des années. Trump semble avoir une vision beaucoup plus myope du monde. Voyez-le positivement ou négativement. Il ne joue pas à cette partie-là clairement. Parce que vous comprenez que le résultat net de cette négociation, ce serait un régime iranien, toujours un régime islamiste, toujours le même régime de l'ayatollah, qu'on voulait remplacer depuis la Révolution, que les Américains ont fait une fixation de remplacer ce régime depuis le moment où il est arrivé en 1979. Et là, on nous dit, non, on serait prêt à le tolérer, juste, il ne faudrait pas qu'il y ait de programme nucléaire. Tant qu'on est prêt à faire un deal, fais un deal avec nous autres, tue ton programme nucléaire, arrête d'être une nuisance régionale, puis on est tout à fait prêt à lever toutes les sanctions, puis on arrive à une normalisation. Même chose avec la Russie. Même chose avec la Syrie, même chose avec... Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de... On ne peut pas dire c'est bon, c'est pas bon. Parce que comme occidental, on gagne de ce jeu. On a créé un carré de sable qu'on domine. Donc, de notre perspective, on voit les États-Unis qui se retirent, on voit les États-Unis qui perdent de leur influence, qui déconstruisent cet empire international qu'ils ont mis sur pied depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et on se dit, mon Dieu, mais c'est l'effondrement de l'ordre mondial. Alors que quand je parle avec des Africains, notamment, qui ont été victimisés par ce système, par cet empire mondial, qui ont été exploités, qu'on a extrait de leur richesse, de leur qualité de vie, qu'on les a diminués, dégradés à travers tout ça, eux se réjouissent de voir ce qui se produit. Se réjouissent de voir que les Américains s'enlèvent le nez de leurs affaires, se réjouissent de voir que la France se retire le nez de leurs affaires, se réjouissent de voir que le monde change. Parce que la version de ce régime dans lequel on vit depuis 75, 80 ans, leur version à eux est beaucoup moins joviale que la nôtre. Donc, nous, de notre côté, oui, certes, peut-être, on se dit « Quoi? Vous allez faire la paix avec l'Iran? » Pour le reste du monde, c'est très positif de faire la paix, une posture de paix où on arrête la menace de la guerre imminente, constante, des navires et des porte-avions qui passent autour et des sanctions qui étouffent un peuple au complet. Soyons clairs, un peuple, c'est pas son régime. Que ce soit les Russes, que ce soit les Congolais, que ce soit le Rwanda, que ce soit n'importe lequel, on a des régimes méprisables à travers le monde dont les peuples sont des victimes. On ne peut pas les victimiser encore plus en les isolant pour les pénaliser d'avoir quoi? D'être victimes eux-mêmes de ce régime. Ce sont les premiers qui devraient être éligibles à une forme de compensation humanitaire après tout ça, à dire on est désolé de vous avoir laissé dans cette prison pendant des années au peuple iranien, qui ne demande probablement rien de mieux que d'avoir des relations productives avec le reste du monde. Ce même peuple qui a permis un régime avec lequel on était alliés, mais qui soudainement, aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler, il n'y a plus de passeport, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de visa, c'est rendu complètement barré à double tour. C'est ce que je trouve un peu là-dessus. Vous me direz, c'est myope. Vous me direz, ouais, mais là, la posture américaine, je dirais,
c'est une vision du monde très manichéenne qui n'est pas tout à fait compatible avec la paix internationale, qui n'est pas compatible avec l'altruisme, avec l'humanité la plus élémentaire. Fait que ça, de mon côté, quand on parle donc de faire la paix avec l'Iran, de faire la paix avec quiconque, avec la Russie, et que là, c'est un drame, mais non, il faut faire la guerre à la Russie, il faut pénaliser la Russie pour 100 ans. La Russie a commis une faute. Poutine a commis une faute. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi précédemment, en disant, on imaginait qu'après Poutine, il y aurait peut-être une normalisation, ce serait un changement de régime, une évolution quelconque. On ne peut pas pénaliser les peuples pour les erreurs de leur régime. Si un jour le régime Maduro s'effondre, le régime chaviste s'effondre, j'espère qu'on va ouvrir la porte au peuple vénézuélien qui a été victimisé par tout ça pendant des décennies et qui ne demande pas mieux que d'améliorer sa qualité de vie, d'avoir accès à la liberté, à l'information, à un monde qui lui tend la main plutôt qu'il lui gifle de chaque côté. Alors, les États-Unis veulent aujourd'hui négocier avec l'Iran. Ce sera intéressant de voir quel genre de concessions on recherche, quel genre de concessions on est prêt à donner. Moi, je vous dis, c'est probablement programme nucléaire contre une normalisation complète. Et à partir de ce moment, de quoi a l'air la stabilité régionale? Israël, bien sûr, veut absolument rien savoir de ça. Elle veut rien savoir d'une entente avec l'Iran, elle veut rien savoir. Israël joue encore cette partie d'échec en 3D. Israël, de par ses prérogatives régionales de sécurité, n'a pas vraiment le choix. On peut détester Israël, on peut dire ci, on peut dire ça. Le fait est qu'Israël est dans un quartier très difficile et que, vous me direz, par ses propres actions, absolument, absolument. Oh, et ça contribue à tout ça, absolument. Mais Israël, dans sa perspective, voit que, indépendamment de ce que l'Iran manigance avec les États-Unis, ils vont toujours être l'ennemi de l'Iran. Toujours. Ce sont des civilisations incompatibles. On parle du judaïsme avec l'islamisme fondamentaliste chiite. C'est des choses qui ne fonctionneront probablement jamais et qui ne pourront probablement jamais coexister, ou du moins comment c'est paramétré en ce moment en Iran et comment c'est paramétré en ce moment en Israël. Ce sont des ennemis civilisationnels, des ennemis confessionnels, des ennemis qui dépassent largement juste les questions politiques. Il est vraiment question de géopolitique. On est des adversaires régionaux, on compétitionne dans le même espace. Considérant ça, Israël pourrait continuer toujours à s'opposer à l'Iran à perpétuité, mais c'est pas vraiment important. Elle va essayer de tirer les Américains dans cette direction. Manifestement, l'influence israélienne est relativement limitée en ce moment sur la politique étrangère américaine, parce qu'on ne négocierait même pas avec l'Iran. On lui dirait tout de suite que c'est l'invasion, que c'est la guerre, qu'il n'y a pas d'alternative, on ne te fait pas confiance, tu n'es pas un partenaire fiable. Même si tu nous dis que tu vas tout céder, non, on va bombarder pour être sûr. Ce serait l'approche que préférerait Israël. Mais les Américains ne s'embarquent pas là-dedans en ce moment, semblent plutôt dire non, on veut essayer de trouver une fin négociée à tout ça, et indépendamment des prérogatives stratégiques de l'État israélien. Alors, on continue avec notre prochain sujet. Cette fois, le Canada qui s'en va en élection. Alors, on s'y attendait. Le nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney, premier ministre non élu, bien sûr, a proposé de dissoudre le Parlement et de déclencher des élections anticipées le 28 avril. La décision très attendue dimanche lance une course électorale moins de 2 semaines après que Carney ait pris ses fonctions, succédant Justin Trudeau à un moment de tension croissante avec les États-Unis. Nous sommes confrontés à la crise la plus importante de notre vie en raison des actions commerciales injustifiées du président Trump et de ses menaces à notre souveraineté, a déclaré le chef du Parti libéral aux journalistes à Ottawa après avoir rencontré le gouverneur général pour demander la dissolution du Parlement. Je demande aux Canadiens un mandat fort et positif pour traiter avec le président Trump et pour bâtir une nouvelle économie canadienne qui fonctionne pour tout le monde, car je sais que nous avons besoin de changements, de grands changements et de changements positifs. Les élections devraient avoir lieu avant le 20 octobre, mais les experts affirment que Carney espère qu'un vote anticipé profitera à son Parti libéral qui surfe sur une vague de dynamisme. Absolument. Et d'ailleurs, encore une fois, on avait spéculé quant aux différentes possibilités pour Mark Carney. Moi, je vous disais, les partis d'opposition vont clairement lui donner une chance parce que ce serait mal vu de déclencher une élection immédiatement, de renverser un gouvernement qui vient juste d'arriver. Et en fait, ça s'est concrétisé. Les partis d'opposition n'ont même pas eu la chance de renverser Mark Carney. Il s'est rendu immédiatement en Europe, n'a pas vraiment eu de période parlementaire entre-temps et décide plutôt lui-même de déclencher les élections. Il y a une raison très claire. On nous parle du dynamisme qui porte actuellement les libéraux. C'est vrai.
Ma posture là-dessus, moi j'imaginais un Mark Carney qui allait essayer justement de maximiser son énergie et son dynamisme. Je me disais, les libéraux vont essayer, avant de déclencher une élection, de faire mousser la popularité de Mark Carney, d'exploiter la lune de miel à leur avantage. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, l'échéancier a juste été beaucoup plus court que ce qu'on anticipait. Si moi, j'imaginais peut-être un mois environ le temps d'être un peu plus publicisé, le temps d'être connu des Canadiens, de parler en français, parler en anglais, être vu de tout le monde, faire quelques voyages, quelques bons coups, ensuite déclencherait des élections. Mark Carney avait probablement le même calcul, mais est arrivé à constater que les sondages étaient extrêmement forts déjà pour les libéraux, qu'on était dans un contexte extrêmement favorable, qu'il n'y avait plus de besoin d'attendre quoi que ce soit, et a choisi de déclencher les élections immédiatement. Cette énergie, en fait, qui a porté Mark Carney a été encore plus forte qu'on l'avait imaginé initialement dans nos premières spéculations, si on veut, à la revue de presse, alors qu'on se disait attention, les médias vont probablement le faire marcher sur l'eau, ça va être l'enfer, ça va prendre quelques semaines et puis les sondages vont remonter. Et moi, je vous disais, et vous me lanciez des tomates à ce moment, je vous disais faites attention et ne négligez pas à quel point le contexte politique pourrait changer. Avant même que Justin Trudeau démissionne, on se disait Mark Carney va prendre sa place et il sera réélu Premier ministre du Canada au prochain cycle électoral. Vous m'avez lancé des tomates. Je m'avez dit, Benjamin, franchement, Poilievre avait en avance par des kilomètres. Je disais, ouais, mais ne négligez pas, la stupidité politique des Canadiens qui sont prêts à endosser n'importe quoi qui est la saveur du moment. Ne négligez pas la volonté du Bloc québécois à faire fonctionner le Canada et ne négligez pas l'aplaventrisme total du NPD. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous évoquais le fait que probablement que ça allait être exactement la même composition que ce qu'on a actuellement au Parlement à Ottawa. Donc, une minorité libérale appuyée par le parti de gauche, le NPD, et sur sa droite, si on veut, on pourrait dire sur sa droite, le Bloc québécois. Donc, de ce côté, moi, je continue avec la même prédiction. Je maintiens que Mark Carney va être réélu dans une minorité avec le Bloc et le NPD. Et je suis désolé, mais c'est exactement le même scénario qu'on avait vu il y a quelques semaines, même pour pas dire quelques mois, à la revue de presse. La question, en fait, va être plutôt à savoir quel genre de premier ministre Mark Carney sera. Parce qu'à mon sens, je ne veux pas dire c'est acquis, ça me semble presque acquis. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle Mark Carney a choisi d'y aller avec une campagne aussi courte que possible, pour capturer le momentum, pour saisir cette énergie un peu incompréhensible qui actuellement porte le Parti libéral et qui semble effacer tout le reste. On évoquait, encore une fois, l'exemple de Kamala Harris. Vous avez fait attention, ce qui s'est produit avec Kamala Harris pourrait se produire au Canada également. À partir de la minute où on a déplacé Joe Biden, on a remplacé un chef qui était fondamentalement impopulaire, qui avait connu son expiration politique, qui était largement dépassé cette date. On l'a remplacé par quelqu'un qui était relativement anonyme, qui n'avait pas vraiment de standing, qui n'avait pas vraiment disons, de notoriété à l'intérieur du Parti démocrate, à l'extérieur, si on veut, des cercles très, très, très convaincus. Kamala Harris n'avait jamais vraiment été une politicienne à grand succès. Sa campagne primaire avait été relativement, on peut dire, marginale lorsqu'elle s'était présentée en 2020. Elle avait été reprise par Biden. On avait fait l'historique de tout ça, mais c'était loin d'être une politicienne extraordinairement populaire. Et pourtant, on a été capable d'en faire une chef de parti crédible, porteuse de flambeau pour le Parti démocrate, si on veut, jusqu'à l'élection présidentielle à travers une couverture médiatique dithyrambique, à travers une diabolisation de son adversaire, à travers aussi une campagne relativement beige dans laquelle on ne s'est pas trop commis. Alors, il était tout à fait possible et évident qu'un parti libéral allait s'inspirer de ce genre de manœuvre. Voyant l'expiration politique de Trudeau, voyant la situation politique catastrophique dans laquelle on s'en allait. Et ça, c'était plus que juste pour Trudeau, c'est tous les autres candidats. Trudeau était abandonné par son cabinet, les candidats libéraux refusaient de se présenter si jamais Trudeau menait l'effort électoral, parce qu'ils disaient on s'en va à l'abattoir. C'est pas vrai que je vais mettre mon visage sur une pancarte et sur des panneaux et que je vais mettre ma vie sur pause et mener une campagne électorale pour un parti qui clairement ne veut pas exister. Alors, lorsque Trudeau s'est retiré, le financement a recommencé. Carney, on a eu une attention médiatique incroyable sur le Parti libéral. Carney marche sur l'eau encore depuis un certain nombre de semaines. Le voyage en Europe qui a été extrêmement payant politiquement, qui a fait paraître Carney, si on veut, comme
comme un chef d'État et tout ça était extrêmement prévisible. Moi, je m'attends donc à ce que Carney gagne la prochaine élection fédérale, peut-être certes de manière minoritaire, mais va quand même gagner. La question, c'est donc de savoir quel genre de premier ministre il sera. La réponse, un conservateur, essentiellement. Essentiellement un conservateur canadien. Vous me direz, franchement, les libéraux, c'est la fin du monde. Si les libéraux sont élus, le Canada s'effondre, etc. Je vous dirais, écoutez, j'ai pas élu Justin Trudeau, j'aurais pas élu Mark Carney, et probablement que le Canada s'en sortira de toute manière. Les conservateurs ne sont pas exactement disons, des conservateurs d'extrême droite. Ce ne sont pas des conservateurs fiscaux. Ce ne sont pas des conservateurs, disons, ce sont des conservateurs light, les conservateurs canadiens. Ils sont très légers. Et certes, on les accuse d'extrême droite. Et Pierre Poilievre, c'est un ci, un ça. Je sais. Ça, c'est de la politique. C'est de la gesticulation politique. Quand on regarde sur le spectre politique international, où se trouvent les conservateurs canadiens, plus près du centre que de la droite et de l'extrême droite. Au sens où il n'y a pas vraiment de posture anti-immigration, il n'y a pas vraiment de posture pour... On nous parlait de la réduction de la fonction publique aux États-Unis, etc. Ici, on est loin d'être aligné sur ce genre de trucs. On nous parle de réduire les impôts, oui, marginalement, mais quand même en maintenant tous les services publics qui sont actuellement ceux du modèle canadien. Donc, ce serait un peu malhonnête de parler de les conservateurs de Pierre Poilievre comme étant une forme d'extrême droite ou de radicalisme politique. C'est loin d'être le cas. Et c'est ce qui m'amène à vous dire que si les conservateurs de Pierre Poilievre sont relativement proches du centre, dans le contexte international, Mark Carney aussi est très proche du centre. C'est pas vrai que c'est un extrême gauche, c'est pas vrai que c'est un libéral radical, c'est loin d'être le cas. Mark Carney est plutôt un centriste qui aurait tout à fait pu être un chef conservateur dans d'autres circonstances. En fait, on se souvient de Stephen Harper, qui a lui-même, un premier ministre conservateur canadien, qui a lui-même sollicité Mark Carney à l'époque pour qu'il devienne son ministre des Finances. Mark Carney n'était pas une affiliation politique évidente. Certes, il s'est rapproché un peu des libéraux dans les dernières années. C'était plus une question de carriérisme et d'opportunisme que par idéologie, d'alignement idéologique. Donc là-dessus, moi, j'imagine un Mark Carney qui sera très proche du centre, qui sera un politicien conservateur, très proche des libéraux qu'on voit, par exemple, en Australie. C'est loin d'être une extrême gauche. On imagine plus un centre droit qui rejette certaines idées de l'opposition conservatrice, mais qui sont largement à bord sur le reste du programme. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nous présente déjà Mark Carney dans son programme, alors qu'il nous dit un certain nombre de signaux, un certain nombre de codes pour nous faire comprendre qu'il ne sera absolument pas Justin Trudeau. Première chose qu'il fait, il suspend la taxe carbone. Première chose, on annule l'augmentation de la taxe carbone. Ensuite, on nous parle d'une augmentation du budget militaire. Pas d'une réduction. De la gauche, on nous parlerait de réduire le budget militaire. On nous parlerait de faire la paix. On nous parlerait de trouver de devenir des casques bleus ou quoi que ce soit. Là, on nous parle plutôt d'augmenter considérablement le budget militaire et de se faire des alliés à l'international, et d'augmenter les exercices conjoints avec ses partenaires, d'acheter ailleurs. Donc, on n'est absolument pas dans les mêmes paramètres. Ensuite, on nous parle d'une réduction de l'impôt au jour 1, dans l'éventualité d'un gouvernement libéral. Je ne veux pas vous faire une info pub là, pour Mark Carney, mais je vous dis, ses positions actuellement sont clairement plus proches d'un centre droit que d'une extrême gauche ou d'un libéral Trudeau, si on veut. Carney qui nous parle donc de programme militaire, réduction du fardeau des impôts, réduction de la taxe carbone, etc. Clairement, il essaie de se positionner plutôt comme un premier ministre qui est, si on veut, plus responsable avec les finances publiques. Ensuite, élimination de la TPS sur les premières maisons. C'en était une autre promesse de Mark Carney, d'ailleurs, une réduction des impôts là-dessus. Beaucoup de ces éléments, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des éléments qui auraient pu être dans une annonce de campagne conservatrice. Imaginons un scénario où les conservateurs étaient arrivés en nous disant «
on réduit les impôts, on augmente le budget militaire, on élimine la taxe carbone. On se serait dit c'est parfaitement normal et on s'attendait à ça des postures conservatrices. Maintenant, on met ça directement dans le programme libéral. Il faut reconnaître qu'on est très loin de Justin Trudeau, donc dans cette optique. Alors, il y a une raison pour laquelle, d'ailleurs, Mark Carney fait ça. Hein, c'est qu'on est, comme je vous le disais, on est très loin d'être un idéologue. C'est j'imagine, plus un carriériste qui voit une opportunité de devenir premier ministre du Canada. Un Mark Carney qui voyait déjà dans son avenir le poste de premier ministre alors qu'il était toujours à l'université à Oxford et que ses collègues lui en parlaient ouvertement et que lui-même acceptait que, ouais, peut-être un jour. Je veux dire, il y a quelque chose quand même d'extrêmement suffisant, et vous me direz confiant, un peu suffisant là-dedans que d'avoir tout juste 30 ans puis de se visualiser premier ministre du Canada. Donc, après des années de critiques pour leur gestion de la flambée des coûts du logement et de la crise de l'accessibilité, voilà, c'est un peu de l'opportunisme. Les libéraux sont désormais engagés dans une lutte acharnée avec les conservateurs de l'opposition. En janvier, les conservateurs bénéficiaient d'une avance à 2 chiffres, en fait, plus de 30 points d'avance sur les libéraux. On s'attendait à ce qu'il remporte facilement la victoire aux élections fédérales. Carney veut déclencher les élections pendant qu'il bénéficie encore de ce genre d'élan en tant que nouveau dirigeant. Le président américain a répété à plusieurs reprises son souhait de faire du Canada le 51e État. Et d'ailleurs, déclaration absolument fascinante de Donald Trump là-dessus qui nous en dit long sur son état d'esprit par rapport à la négociation. Trump qui dit qu'il préférerait absolument un premier ministre Carney parce que ce serait plus facile de négocier. Et là, on rentre vraiment dans de la psychologie Donald Trump 101 à se demander qu'est-ce qu'il voulait par là. Est-ce qu'il joue à des échecs en 3D? Est-ce que c'était vraiment juste une déclaration très sincère? Parce que si on veut faire une jambette en ce moment, un candidat fédéral canadien, on dit qu'on aimerait négocier avec lui. La meilleure manière de planter un candidat pour premier ministre du Canada en ce moment, c'est de dire « Ah oui, lui, je veux qu'il gagne, il va être vraiment facile à exploiter. » Naturellement, c'est pas ce que les Canadiens veulent entendre. C'est l'enjeu principal d'après les sondages d'ailleurs. Les Canadiens veulent un premier ministre qui sera en mesure de se tenir debout et de faire face et de mettre un frein, si on veut, aux revendications de Donald Trump, spécifiquement sur l'annexion du Canada. Donc, quand on entend Trump dire « Ah, Mark Carney, ce serait parfait pour nous. » C'est une jambette à Mark Carney, clairement. Est-ce que c'est parce que Trump a peur de Carney et qu'il était conscient de ce qu'il est en train de faire? Ou est-ce qu'à l'inverse, Trump ne joue pas ce genre d'échec en 3D et il préfère vraiment avoir autant que possible un libéral parce qu'il estime que ce serait plus facile de négocier et qu'à l'inverse, Pierre Poilievre serait plus aligné sur son programme. Donc, les Canadiens, en ce moment, les partis canadiens s'accusent entre eux de qui est le plus aligné avec l'administration Trump. Et en fait, le NPD a commencé sa campagne en disant littéralement « Je suis le seul qui n'a pas été appuyé par l'administration Trump ». Je suis le seul qui n'a pas été appuyé par Elon Musk ayant appuyé, bien sûr, M. Poilievre, et Trump ayant publiquement, nous dit-on à la blague, difficile de comprendre, appuyé Mark Carney. Donc, clairement, Trump a une intention de jouer dans la campagne fédérale canadienne. Il a un favori. À vous d'interpréter à partir de ses déclarations qui il préférerait avoir et pourquoi. Pour continuer toujours sur le Canada, cette fois, on s'en va sur les achats militaires. C'était un enjeu qu'on avait couvert la semaine dernière à la revue de presse largement et c'est un dossier que vous aviez apprécié, je crois. On évoquait les différentes implications des achats militaires. D'abord, pour ce qui est de la dépendance stratégique, bien sûr, des alignements monétaires, des flux de balance commerciale, les impacts que ça avait et aussi de la dépendance en l'éventualité d'un conflit. Si on a, bien sûr, une guerre qui éclate en Europe, plusieurs, je vous disais, sont réticents à être des clients des autres pays européens dans l'éventualité où ils se retrouveraient de côté opposé d'un conflit. En ce moment, on a une Europe qui est vraiment unie dans un seul espace sécuritaire, mais on ne sait pas où s'en vont les choses. Et on évoquait donc, tant pour la France que l'Allemagne, il y en a qui se demandent à dire, est-ce qu'on devrait pas, on est mieux de continuer à acheter avec les Américains, d'abord pour cette raison, mais encore plus considérant les flux commerciaux. Considérant que les Américains en ce moment sont fixés sur la balance commerciale et que si on retire 80 milliards d'importations qu'on achète en ce moment aux États-Unis en armement militaire, qu'on déplace ça en Europe, c'est 80 milliards de plus qu'on creuse dans la balance commerciale, un déficit qui se creuse et que les Américains vont punir encore plus. Donc, certains sont réticents à déplacer leurs achats militaires
vers des producteurs européens pour tous ces enjeux. On a aussi la question de la qualité de l'armement, etc., compatibilité, l'OTAN, blablabla. Pour ce qui est du Canada, beaucoup de tout ça ne s'applique pas. Parce que, bon, bien sûr, la principale menace stratégique de surdépendance, si on veut, pour le Canada, ce sont les Américains. C'est de devenir trop à la solde des Américains, de perdre le contrôle sur son industrie militaire, de perdre le contrôle sur sa capacité d'agir, mais aussi de céder l'entièreté de ses leviers. Et donc, je vous mentionnais que le Canada, dans sa posture, est vraiment dans une position unique. Il pourrait, lui, de son côté, décider de s'approvisionner en Europe et ce serait tout à fait normal et même désirable au sens stratégique. C'est exactement ce qu'est en train de faire Mark Carney. Quelques jours plus tard, je vous mentionnais qu'on devrait remplacer le F-35 par les Gripen. C'est sur la table en ce moment. On nous parlerait même de construire ces fameux Gripen au Québec. C'est une conséquence directe des menaces de Donald Trump, nous dit-on. Ottawa est sur le point de conclure et c'est énorme, c'est absolument énorme. Avec l'Union européenne, un partenariat militaire qui permettra au Canada de participer au plan de réarmement massif de l'Europe de 800 milliards d'euros d'ici 2030. Un pacte historique qui devrait profiter grandement à l'industrie canadienne, absolument. C'est plus qu'historique, en fait, c'est un réalignement stratégique profond parce qu'on vous mentionnait la possibilité qu'on s'aligne un peu plus proche avec l'Europe. Moi, ça me fascine de voir à quel point les dossiers se connectent d'une semaine à l'autre. Ce 800 milliards, qui est une émission de dette commune, autrement dit, parce que ce ne sont pas tous les pays européens, on s'entend, qui ont la même cote de crédit, c'est pas tout le monde qui a les mêmes finances publiques, certains n'ont pas la capacité d'absorber une dette considérable pour se réarmer. Alors donc, ce qui a été proposé par l'Union européenne, c'était une très bonne idée dans le contexte d'émettre un bloc commun de dette au nom de l'Union européenne, qui serait ensuite accessible aux différents pays. Et ce bloc de dette de quelques 800 milliards d'euros serait destiné spécifiquement au réarmement et à la construction d'infrastructures pour moderniser les capacités stratégiques des pays de l'Europe. Donc, littéralement, un grand réarmement. On se dit, on a besoin d'argent, on va la trouver. Et 800 milliards, il est difficile de le mettre en perspective. À quel point c'est de l'argent? 800 milliards d'euros dans le contexte européen, le budget militaire canadien, encore une fois, on le rappelle presque de semaine en semaine, on parle de 25 milliards. On nous annonce aujourd'hui que le Canada rejoint ce bloc d'émissions de dette commune de l'Union européenne. Vous comprenez à quel point c'est majeur? Parce que ça veut dire, d'abord, on s'aligne économiquement avec l'Union européenne, c'est une émission de dette en euros, à laquelle on va participer. Et là, nous, on va avoir quoi entre les mains? Des euros. Quand tu as des euros, tu dépenses en euros. Quand tu as des dollars américains, tu dépenses en dollars américains. Si tu veux convertir l'un à l'autre, il y a nécessairement des pertes. Différentes dimensions, de différents ordres, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 %, dépendamment de comment vous convertissez, à quel moment, à quel point vous en perdez dans l'équation. Mais il n'y a pas une conversion de monnaie qui se fait sans perte. Alors là, le Canada se retrouve avec des milliards d'euros. On verra quelle sera la part canadienne là-dedans pour financer son réarmement. Naturellement, le Canada sera tenté d'aller s'armer en Europe. Et c'est en fait ce que nous propose Mark Carney en nous disant que les F-35 devraient être remplacés peut-être par les Gripen suédois. À lui seul, le Québec pourrait tirer avantage de ce partenariat militaire en raison de son dynamisme dans 3 secteurs névralgiques, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle à Montréal, la construction navale au chantier maritime Davie de Lévis. Alimenté par l'hostilité des États-Unis, ce rapprochement a déjà poussé le premier ministre Mark Carney à réévaluer la décision d'acheter 88 avions de combat F-35 de la société Lockheed Martin. Le Canada a déjà payé la livraison des 16 premiers appareils à compter de l'an prochain, mais pour le reste de la commande, aucun contrat n'a été signé. Résultat, le gouvernement fédéral songe à se tourner vers la société suédoise Saab pour acheter des avions de combat Gripen. On en parlait la semaine dernière, encore une fois. Je suis désolé, mais je trouve ça fascinant de voir les liens qu'on tisse d'une revue de presse à l'autre. Et c'est pour ça que certains me disent « faut mettre les documents de revue de presse publics ». Non, parce que spécifiquement ça. Parce que là, on se parlait la semaine dernière des Gripen, des avantages stratégiques, opérationnels pour le Canada, à quel point c'était plus compatible avec notre environnement, à quel point on devrait probablement avoir un groupe d'achat avec les pays nordiques pour justement mieux représenter les attributs de nordicité qui nous sont communs.
d'un territoire difficilement accessible, avec des avions qui ont besoin d'être facilement servissables, qu'on peut déployer un peu partout, atterrir un peu partout. C'était clairement une des prérogatives du gouvernement canadien qui avait été ignorée pour faire plaisir aux Américains. Littéralement, ce qu'on proposait la semaine dernière, on nous dit aujourd'hui, on irait plutôt vers les Gripen. Dans sa proposition, Saab s'est engagé à assembler et à entretenir les avions au Canada, vraisemblablement dans la région de Montréal, et à transférer la propriété intellectuelle au gouvernement canadien. La société suédoise avait aussi promis de construire un centre de recherche et d'excellence dans la métropole. Et ça, d'ailleurs, si on va de l'avant, les Gripen vont être construits au Québec à certifier une source gouvernementale. Donc, vous comprenez ce qui s'était produit un peu. On voyait clairement que les Américains avaient la main mise sur le Canada et c'est très classique. Les Américains, c'est un peu une manœuvre diplomatique, on l'avait évoqué, diplomatique, politique, c'est un cadeau qu'on leur fait en achetant chez eux, alors que parfois, c'est pas la meilleure des options. Ce que ça a comme impact, ce que ça engendre, c'est que les compétiteurs des Américains à l'international ont pour habitude de construire un pont d'or à leurs clients pour les convaincre de les choisir au détriment des Américains, sachant toutes les frictions que ça introduit, sachant qu'on sait que les Américains vont te tomber dessus et qu'il va y avoir un lobby incroyable pour te pousser à annuler ta décision, à revenir sur ton... Donc, on va le construire chez vous, on va te donner la propriété intellectuelle, on va tout faire comme avantage possible qu'on peut ajouter. C'est un peu comme aller acheter une voiture et que le concessionnaire vous donne les pneus, tous les changements d'huile pendant 2 ans, et vous donne, je vais vérifier une garantie de 50 plus, alors que de l'autre côté, il sait qu'il n'y a rien de tout ça sur la table, mais votre cousin travaille au concessionnaire. Lui, il n'a pas le choix de son côté de construire un pont d'or pour vous amener de son côté, et c'est ce qu'avait fait donc Saab à l'époque pour les Gripen, et la même chose avait été faite en passant par les Français, les Européens, etc. Tout le monde essaie de vendre ses équipements et de convaincre de sortir de l'emprise des Américains. D'autres entreprises installées au pays pourraient aussi en profiter. À titre d'exemple, la société General Dynamics à London, en Ontario. Le Canada a décidé de cogner à la porte de l'Union européenne au début de l'année afin de conclure cet ambitieux partenariat militaire après que le président Donald Trump eut proféré ses premières menaces d'annexer le pays pour en faire le 51e État américain. Et avec son projet d'investir 800 milliards d'euros, qui revient en passant 1251 milliards de dollars canadiens, dans son réarmement, l'Union européenne est un acteur de choix pour un partenariat. Absolument, parce que, il faut le dire aussi, le Canada n'a plus de capacité d'emprunter. Ça, c'est vraiment, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est que le Canada, et Mark Carney en est tout à fait conscient, c'est un ancien, c'est un directeur de banque centrale, gouverneur de banque centrale, devrais-je dire, donc il est tout à fait familier avec les flux monétaires. Il comprend qu'à un moment donné, les émissions de dette du gouvernement canadien deviennent de moins en moins désirables à mesure où on avance. Et donc, Mark Carney arrive avec un certain nombre de promesses qui sont fiscalement responsables. Et quand il dit « on va aller sur l'émission de dette européenne », c'est un peu dire ce n'est pas une dette canadienne. Ça ne s'ajoute pas au bilan canadien. Certes, on va devoir le rembourser, mais ce n'est pas émis comme une dette canadienne. Et c'est vraiment la clé là-dessus. Ça n'a donc pas d'impact, en théorie, sur la cote de crédit du Canada. Ça n'a pas d'impact. Si demain matin, on avait annoncé qu'on voulait réemprunter 25-30 milliards de dollars additionnels sur notre déficit de 60 parce qu'on veut se réarmer, la réaction des marchés aurait été un peu plus difficile. Alors que là, si on est dans un bloc comme ça passe comme une lettre à la poste. Très bonne idée. Vraiment une très bonne idée. Il faut donner la chance aux coureurs là-dessus, c'est une excellente idée. Maintenant, il ne faut pas aller trop loin. Notre menace d'abandonner les F-35 est désormais crédible. Fantastique. Maintenant, il ne faut pas aller trop loin. On nous parle, dans certains cas, de rejoindre l'Union européenne. On se calme, s'il vous plaît. On n'est pas rendu là exactement. Je ne pense pas que c'est désirable pour le Canada. Vous me direz, pourquoi ce serait désirable? Il y a des affaires qui sonnent bien, mais il faut réfléchir à 2 fois. Ça sonne bien, c'est sûr, on ira dans l'Union européenne. Pourquoi? C'est quoi le gain du Canada? Commercialement? Aucun. Il n'y aurait pas plus de commerce avec l'Europe parce que... Non, il y a un océan entre nous deux. À un moment donné, les échanges, c'est justement ce qu'on évoquait avec les États-Unis. C'est un peu un attribut de la géographie. On est prisonnier de sa géographie. Il y a une raison pour laquelle le Canada est aligné avec les États-Unis, stratégiquement, économiquement, etc. C'est pas juste parce qu'on est naïf et stupide, c'est parce qu'on est dépendant des flux géographiques continentaux. Même chose en Europe. Donc, de croire que soudainement,
la Pologne se mettrait à faire du commerce avec l'Alberta? Il faut faire attention, je ne crois pas. Là où il y aurait peut-être une compatibilité, un intérêt commun, mutuel, ce serait plutôt justement d'avoir un accord de libre-échange. Si en ce moment, l'Europe ne veut même pas d'un accord de libre-échange avec le Canada, essentiellement. On a énormément de difficultés à négocier ça, à cause des enjeux agricoles particulièrement. Donc, de suggérer l'Union européenne, c'est prenons les choses une chose à la fois. Autant que l'Union européenne ne s'est pas développée immédiatement comme une alliance monétaire et politique et législative, ça a commencé comme la communauté du charbon, l'acier-charbon. Donc, on pourrait présumer qu'un départ semblable pour une relation entre le Canada et l'Europe serait peut-être plus approprié. D'y aller avec des accords de libre-échange, d'y aller avec du commerce accru, d'y aller avec, oui, des émissions de dette communes de temps à autre. Ensuite, on parlera d'une monnaie commune. Ensuite, on parlera, moi je vous dis, on est loin d'être rendu là. Stratégiquement, je vous avoue, et les Européens, je suis désolé de vous le dire, il n'y a pas d'amour au Canada pour l'Europe. Il n'y a aucun amour pour le Canada. Aucun. C'est très circonstanciel. C'est parce que ça va pas bien avec les États-Unis. Les Canadiens, puis je vous le dis comme un observateur, pas comme un participant, comme un observateur, le Canada n'a rien à chier de l'Europe. Et comme vous n'avez rien à chier du Canada, soyons sérieux, c'est parfaitement circonstanciel. C'est parce que on a une coïncidence en ce moment qui nous amène à converger stratégiquement. Normalement, le Canada est loin d'être aligné avec le reste de l'Europe, certes sur quelques valeurs, mais pour le reste, beaucoup plus anglo-saxon, beaucoup plus britannique, australien, américain qu'il n'est européen. On peut dire autre chose du Québec, peut-être un peu plus, légèrement un peu plus d'affiliation avec l'Europe, et encore, les Québécois vont vous le dire eux-mêmes, c'est largement exagéré. Les Français ont l'impression que les Québécois adulent la France et qu'on veut être là. Absolument pas. Les Québécois ne consomment aucune culture française, aucune télévision française, aucun film français. C'est une culture très spécifique au Québec. C'est pas par mépris ou par... Non, c'est juste incompatibilité culturelle. On ne parle pas des mêmes choses, on n'écoute pas les mêmes, on est très connecté avec les Américains. Les Québécois, on va souvent dire, sont plus des Américains qui parlent français que des Français en Amérique du Nord. C'est une énorme nuance. Donc, et je vous dis pas pour créer de la division là, tout le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre l'état véritable des choses. Il faut pas exagérer la relation entre le Canada et l'Europe. Et en ce moment, il y a beaucoup de gesticulations politiques pour nous faire croire que c'est une alliance naturelle et qui dure depuis des... Absolument pas. Absolument pas. C'est très circonstanciel. Donc, il faut qu'il y ait des intérêts communs. Je suis pas prêt à aller parler d'Union européenne en ce moment. Et pour revenir au point original, avec tout l'amour que j'ai pour l'Europe, les Canadiens, leur vision de l'expérience européenne, c'est loin d'être une vision positive. Au contraire. Et là, c'est quoi le problème principal du Canada en ce moment? C'est un déficit de souveraineté. C'est un manque de contrôle sur sa propre destinée. Je suis désolé, mais on n'ira pas s'administrer un poison nous-mêmes qui s'appelle l'Union européenne, qui sera encore pire dans cette optique, de dire on perd encore plus de souveraineté, on cède encore plus de notre capacité d'agir, de nos leviers, on perd notre levier monétaire, on perd notre capacité de défense, on perd notre liberté de traiter avec les pays étrangers. On préfère bien plus, comme le Royaume-Uni, d'être à l'extérieur et d'entretenir des relations à distance de bras avec l'Union européenne. On va serrer la pince, absolument, mais on n'a pas besoin d'être dans le même lit. Et ça, là-dessus, j'espère qu'on se comprend que c'est vraiment juste un artefact de la géographie. On ne peut pas essayer de tricher autour de ça et dire non, soudainement, on va devenir européen. On est juste, par hasard, on est tombé en dehors de l'Europe quand on a brassé les dés. Ça marche pas comme ça. On est destiné avec les Américains, oui, des relations avec l'Europe, et ça vient beaucoup, pourquoi je dis ça aussi clairement, c'est que ça vient beaucoup de l'Europe. Il n'y a pas un Canadien en ce moment qui parle de rejoindre l'Union européenne. Comme je vous dis, il n'y a pas personne qui réfléchirait. Mais les Européens, vous nous écrivez à tous les jours en disant « Mais pourquoi vous ne rejoignez pas l'Union européenne? On vous prendrait demain. » Je sais que vous nous prendriez, ça va pas bien, votre affaire. Ça va de s'effondrer. À tous les 4 mois, il y a une crise dans l'Union européenne qui mériterait d'effondrer l'Union au complet. Et quand on parle avec vous, les Européens, ma bande d'hypocrites, vous êtes les premiers à nous dire « C'est de la merde, on brûlerait tout ça demain matin. » Mais en même temps, c'est comme « Non, viens, ça va bien.
Viens, on va te prendre. Donc, s'il vous plaît, vous êtes vous-même conscient des faillites énormes de l'Union européenne, d'à quel point on peut se rapprocher en dehors de ce genre de structures supranationales qui nous vident de notre souveraineté, qu'on se rapproche sur les enjeux de défense, qu'on se rapproche sur nos leviers communs, qu'on fasse du commerce. Mais please, laissez-nous être Canadiens de notre côté de l'océan et on a énormément de respect pour l'expérience européenne. On ne veut pas l'imiter. Important de comprendre la nuance. Alors, les pourparlers entre Ottawa et Bruxelles se sont intensifiés au fil des semaines et des déclarations intempestives du président américain qui veut annexer le Canada par la force économique. L'Union européenne va consolider sa défense et augmenter sa production militaire. Nous voulons faire partie de ce projet. Les derniers détails de l'accord entre le Canada et l'Union européenne ont été finalisés dans Charlevoix par la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, qui pilote ce dossier depuis janvier. Mercredi, la Commission européenne a publié un livre blanc sur la défense de l'Europe qui fait explicitement référence à un partenariat avec le Canada. Donc, rapprochement très bien reçu et moi je le vois plus comme quelque chose d'extrêmement productif dans le cadre de la négociation avec les Américains, alors qu'on essaie de faire peur aux États-Unis. On avait aussi eu une discussion dans une émission précédente alors que j'évoquais le besoin pour le Canada de redevenir désirable, de montrer qu'il avait des leviers, de montrer qu'il pouvait être détestable, qu'il pouvait se retrouver dans les pattes des Américains une fois de temps à autre et que c'était tellement désagréable lorsque ça se produit que les Américains ont avantage à nous garder avec eux, au bout de la laisse, plutôt que dans leurs pattes ou en train de jouer chez le voisin. Là, c'est ce qu'on est en train d'exposer. Et donc, je suis parfaitement confortable avec tout ça. Quand je vous parlais du F-35, notre menace n'était pas très crédible. Maintenant, elle est crédible. On a effectivement une alternative. Encore mieux, on a des euros pour l'acheter. On se parlait de la balance commerciale. Il y a aussi toute la question monétaire là-dessus. Vous comprenez, quand on va acheter quelque chose, c'est un peu le principe des monnaies internationales. C'est un peu des coupons. Si vous voulez acheter au Japon, vous avez besoin des coupons japonais, des yens. Si vous voulez acheter en Chine, vous avez besoin des coupons chinois. Certes, vous pouvez utiliser les coupons américains, ce sont les seuls qui sont acceptés à peu près partout, les seuls. Pour le reste, si vous voulez acheter au Canada, les gens ont besoin de coupons canadiens, de la monnaie canadienne. C'est ce qui crée de la demande et qui crée donc la valeur pour la monnaie. À partir du moment, de notre côté, où on achète des euros, on a un intérêt à dépenser des euros dans un marché européen avec des produits européens. Toute la question de la balance commerciale, ça s'applique encore, mais la question des flux monétaires, elle est essentiellement réglée. On n'a plus besoin de convertir des dollars canadiens ou des dollars américains pour aller chercher tout ça. On semble avoir réglé la question. Maintenant, la question des intérêts, comment sera payé, on verra éventuellement. Mais visiblement, le Canada se donne des leviers dans cette négociation avec les États-Unis et c'est extrêmement productif. Est-ce qu'un premier ministre Poilievre aurait fait la même chose? Peut-être, peut-être. Mais là-dessus, comme je vous dis, d'un observateur extérieur, vous seriez les premiers et vous auriez raison à dire que c'est malhonnête de ne pas féliciter les bons coups. Et là-dessus, donc, je vous le mentionne, ce sont des bons coups de la part de Mark Carney. Négociation commerciale avec la Chine. La Chine, en ce moment, qui est en train de réfléchir à la posture qu'elle veut adopter vis-à-vis Washington. Parce que si certains rentrent dans une posture de confrontation, notamment en Europe, la Chine, de son côté, essaie plutôt d'arriver à une entente avec les États-Unis et de peut-être normaliser les relations. Encore une fois, on en revient à notre discours vis-à-vis l'Iran, vis-à-vis la Russie. L'administration Trump semble beaucoup moins animée par des motivations idéologiques qu'on l'imaginait au départ, qui était guerre contre la Chine, les États-Unis en premier. Ça semble plutôt essayer de se débarrasser de toutes les frictions possibles, de détacher tous les boulets qui sont à la cheville des États-Unis. La relation commerciale problématique avec la Chine, ce qui on pourrait voir comme un attribut stratégique et une tentative de déstabiliser la Chine, Trump semble plutôt le présenter comme quelque chose qu'on veut régler. On veut amener la Chine à la table et donc les Chinois entendent ce message. Et à la différence qu'avec l'administration Biden, on était plus encore une fois dans une lutte idéologique, politique, on arrive aujourd'hui dans une négociation commerciale. Donc la Chine ajuste son attitude en conséquence. La Chine envisage de limiter ses propres exportations pour apaiser Trump. Les responsables chinois évaluent la stratégie japonaise des années 1980. Restreindre les exportations tout en faisant payer plus cher pour des produits tels que les véhicules électriques ou les batteries. En gros, on exporte un peu moins
en montant le prix pour les produits, ce qui les rend moins compétitifs, comme un auto-tarif d'une certaine manière. La différence, c'est que ce tarif, on préfère le garder à soi-même. C'est-à-dire, si tu es pour augmenter notre prix pour équilibrer la balance commerciale, tu ajoutes 25 pour que nos produits coûtent 25 plus cher et soudainement, on en vend beaucoup moins. On serait aussi bien d'augmenter nous-mêmes notre prix de 25 prendre l'argent et oui, en vendre un peu moins. Mais au moins, c'est nous qui ramassons l'argent du tarif en profit additionnel. Et donc, les Chinois sont en train de regarder le calcul et de se dire peut-être qu'on est juste mieux d'augmenter nos prix across the board, à travers l'entièreté du paysage, que ce soit sur les véhicules électriques, sur les morceaux industriels, sur les matières premières, afin d'éviter justement que ce soit fait par un tarif aux États-Unis. Durant la première présidence de Trump, la Chine était déterminée à ne pas céder à la pression américaine sur le commerce, comme l'avait fait le Japon dans les années 80. Aujourd'hui, confronté à une attaque économique encore plus grande de la part de la deuxième présidence dans un contexte de croissance inférieure, Pékin pourrait s'inspirer du modèle de Tokyo sur un point spécifique qu'il considère comme étant dans son propre intérêt. Comme le Japon, il y a des décennies, la Chine envisage d'essayer d'atténuer les droits de douane américains plus élevés en proposant de limiter la quantité de certains biens exportés vers les États-Unis. L'adoption par Tokyo, le Japon, de restrictions volontaires à l'exportation pour limiter ces expéditions d'automobiles vers les États-Unis dans les années 80. Le Japon avait fait la même chose avec les voitures en augmentant les prix. Et ce que ça avait permis au Japon, en fait, avec le profit additionnel, les voitures japonaises étaient vues comme des espèces de boîtes à beurre, des espèces de boîtes à merde qui valaient rien, qui étaient extrêmement économiques. Les Japonais ont pris le profit additionnel pour moderniser leur industrie et créer des produits qui compétitionnaient directement avec les joueurs américains, les manufacturiers américains. S'en est suivi donc cette grande modernisation de l'industrie automobile japonaise qui aujourd'hui est devenue un des plus grands joueurs à l'échelle mondiale, bien sûr avec l'Allemagne et maintenant les États-Unis et la Chine. Une démarche similaire de la part de Pékin, notamment dans les secteurs qui préoccupent Washington comme les véhicules électriques et les batteries, atténuerait les critiques des États-Unis et d'autres pays sur les déséquilibres économiques de la Chine. Des entreprises qui sont fortement subventionnées par le gouvernement chinois, qui fabriquent des produits pour de faibles profits et qui saturent les marchés mondiaux au détriment des industries locales. Le président Trump a déjà imposé à la Chine de nouveaux droits de douane de 20 qui s'ajoutent à ceux perçus lors de son premier mandat et largement maintenus par le président Joe Biden. Encore une fois, la politique étrangère de Joe Biden qui était largement la même que celle de Trump. Le secrétaire au Trésor Bessent a exprimé à la fin du mois dernier ses inquiétudes quant aux pratiques de distorsion du marché de la Chine lors de son entretien avec le vice-premier ministre chinois. Selon les conseillers du gouvernement chinois, c'est en partie en raison des pressions potentielles des États-Unis sur cette question que les responsables chinois envisagent d'imiter certains aspects de l'approche japonaise. Le Japon a accepté pour la première fois de limiter ses exportations de voitures en 1981. En conséquence, les exportations ont chuté d'environ 8 par rapport à l'année précédente. Conséquence, plus de profits naturellement et cette transition donc on aura vu à partir des véhicules japonais. Donc pourquoi je vous relève tout ça? Parce que vous voyez que effectivement, comme c'est tout à fait bien exposé dès le premier paragraphe de cet article, l'approche de la négociation entre la première administration Trump et la deuxième. La première où Trump était un peu un néocon, un républicain rhino classique, très traditionnel, où on reprenait les postures du Parti républicain. On voyait la Chine comme un adversaire stratégique, un adversaire idéologique, un ennemi des États-Unis sur le long terme, ennemi civilisationnel. Trump semble être beaucoup plus, encore une fois, dans une vision très court-termiste et un peu myope de la chose, dans laquelle la Chine nous dérange avec X, Y, Z. Ce qu'on voit devant nous, c'est la balance commerciale notamment. Si on est capable de réduire la balance commerciale, soudainement, tous les problèmes s'éliminent avec la Chine. Les décideurs chinois voient cette nuance entre le premier et le deuxième mandat et sont en train d'en prendre acte en faisant, un peu comme la Russie, en constatant qu'il y a vraiment une fenêtre pour une normalisation complète et totale. L'administration Trump ne semble pas avoir de récrimination particulière envers Xi Jinping, le régime chinois. On ne nous parle pas de dictateur ou de quoi que ce soit. Plutôt, on parle de « ils me respectent beaucoup, je m'entends bien avec, on veut une bonne relation avec eux, etc. » Donc, l'administration Trump est clairement pas idéologiquement motivée dans sa relation avec la Chine sur ce mandat actuel. Les Chinois le voient et sentent l'opportunité de tout simplement se rapprocher des États-Unis et peut-être même de prendre leur place
à l'échelle internationale, de manière parfaitement consensuelle. De manière parfaitement consensuelle. Vous allez me dire, c'est impossible, franchement, Les Américains ne veulent rien savoir sous l'administration Trump d'un rôle à l'international. Ils n'en veulent plus. Ils veulent plus être en Europe, ils veulent plus être en Afrique, ils veulent plus être nulle part. Pacifique, c'est pour défendre Taïwan, c'est pour... Si on leur arrivait demain matin avec une entente très claire qui dit on laisse la liberté à Taïwan et son droit à l'autodétermination, ce ne sera jamais un pays, mais il a le droit à l'autodétermination et on s'engage fermement à ne jamais le prendre par la force. OK, ils ne feront jamais ça, mais s'ils le faisaient, Trump serait vraiment prêt à complètement abandonner toute l'entièreté du positionnement américain dans le Pacifique. Il serait prêt à décoller du Japon, décoller de l'Australie, de littéralement céder l'espace Pacifique à la Chine. Parce qu'il n'a pas cette vision de guerre en 3D et pour le meilleur et comme le pire, hein? Parce que ça donne de la place à la Chine en conséquence qui en ce moment, Beijing voit l'opportunité, va voir les Européens spécifiquement en disant « Oui, les Américains sont plus fiables. Les Américains ne veulent plus faire de commerce. Les Américains ne veulent plus vous aider dans quoi que ce soit en matière de sécurité, en matière de développement international, en matière de liberté de navigation. Nous sommes prêts à vous aider. » Dans tous les sens, nous sommes prêts comme dans nous avons la volonté et nous avons la capacité. La Chine est probablement la seule à travers le monde qui, tranquillement, est en train de s'en aller vers une véritable capacité de substitution des États-Unis par, justement, on parlait de capacité de navigation, mais aussi de projection de la force à travers le monde, dans différentes régions, en Afrique, en Amérique latine. On voyait cette histoire de la Chine qui contrôlait le canal de Panama, etc. Donc, là-dessus, Beijing voit qu'il y a une opportunité historique pour elle de, normaliser avec les États-Unis, permettant donc un rapprochement considérable de la Chine avec les anciens alliés américains, les anciens partenaires déçus, si on veut, les Européens, mais aussi un peu plus largement ailleurs dans le monde. Alors, il sera extrêmement intéressant de suivre cette négociation avec la Chine qui, clairement, ne prend pas les couleurs qu'on avait imaginées originalement. On imaginait une négociation extrêmement hostile qui allait danser, valser avec la guerre. Pas du tout le cas en ce moment. Rapidement, très rapidement, je couvre... Je m'excuse d'avance de le faire aussi rapidement. J'aurais à peine le temps de commenter, d'analyser, mais là, ça fait déjà plus d'1h20 qu'on est ensemble et on a quelques dossiers que je veux qu'on ait la chance de survoler au moins. Israël, on avait parlé au cours des dernières revues de presse, la possibilité qu'Israël revienne à son invasion de Gaza. Ça semble se matérialiser de plus en plus. Bien sûr, les frappes se multiplient actuellement par les forces israéliennes sur le territoire de Gaza, aussi au Liban, on le rapporte. Et on nous dit aujourd'hui dans le Times of Israel qu'Israël va discuter avec de hauts responsables américains de la prise de contrôle militaire totale de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères d'Hermer a déclaré qu'il prévoyait discuter d'une prise de contrôle de l'enclave, y compris la gestion des opérations de l'aide humanitaire. Netanyahou s'entretiendra avec Rubio aujourd'hui. Lors d'une visite à Washington, le ministre des Affaires étrangères discutera avec de hauts responsables américains d'un plan de contrôle militaire sur la bande de Gaza. Le cabinet du premier ministre a refusé de commenter le contenu prévu des réunions de Dermer avec le Conseil de sécurité nationale, mais le bureau a déclaré que le premier ministre Netanyahou s'est entretenu par téléphone avec Marco Rubio, secrétaire d'État américain. Donc, les États-Unis sont tout à fait au courant de ce plan. Là-dessus, encore une fois, hein, on revient dans la négociation indésirable, intolérable. Notre intolérable, la prise de contrôle par les États-Unis de l'enclave de Gaza. Les Israéliens, donc, de leur côté, proposent une alternative. Nous allons prendre le contrôle de Gaza. Aux États-Unis, l'idée d'évacuer les Palestiniens, c'est déjà accepté, ou du moins presque accepté. C'est très controversé, on s'entend, mais Trump a déjà soumis l'idée, il a déjà brisé la vitrine à dire on est tout à fait prêt à changer le statu quo à Gaza, retirer la Hamas, faire complètement abstraction du passé, des liens culturels, historiques, peu importe, et d'évacuer tous les Palestiniens. Indépendamment du réalisme, de si c'est possible, de si ça a du sens, les Américains ont brisé la vitrine. Aujourd'hui, les Israéliens sont tout à fait prêts à exposer leur propre statut, leur propre idée et dire « on pourrait, nous, prendre le contrôle de Gaza. On va vous le proposer et on va exposer notre plan. » L'avantage là-dessus, vous n'avez pas à dépenser $1. Vous n'avez pas à dépenser des troupes américaines. Vous n'avez pas... Donc, c'est essentiellement une reprise du plan américain
sous l'égide du leadership israélien, alors que de l'autre côté, vous avez les pays arabes qui essayaient d'arriver à une solution alternative qui n'a abouti nulle part. Donc voilà exactement ce que je voulais dire par la négociation dans l'indésirable et dans l'intolérable. Netanyahou a tout à fait compris ça. Les Israéliens, d'ailleurs, sont très clairs sur qu'est-ce qui motive cette nouvelle initiative et cette nouvelle tentative d'entrer à Gaza. C'est littéralement l'administration Trump. Amir Avivi, ancien commandant adjoint de la division militaire de Gaza, a déclaré au Washington Post que la campagne à Gaza avait auparavant été freinée par des divisions entre dirigeants politiques et militaires. On entend par là, bien sûr, la méfiance de l'administration Biden quant aux pertes civiles à Gaza et la relation difficile avec Netanyahou. Cependant, les changements au sein de l'appareil de défense israélien, congédiement d'un certain nombre d'acteurs, consolidation de la place de Netanyahou, ainsi que l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump à Washington ont assoupli ces restrictions. Il y a désormais un nouveau leadership et les États-Unis nous soutiennent, soulignant qu'Israël n'est plus préoccupé par le conflit avec Hezbollah au Liban. Les plans de la campagne militaire israélienne, désormais reprise contre le Hamas à Gaza, sont décisifs. Une attaque de grande envergure sera lancée et elle ne s'arrêtera pas tant que le Hamas ne sera pas complètement éradiqué. D'autres sources anonymes ont déclaré que les tactiques consisteraient notamment à cibler les dirigeants civils du Hamas tout en évacuant les femmes, les enfants et les non-combattants contrôlés vers des bulles humanitaires, puis en se concentrant sur la destruction des membres du Hamas. Les responsables ont déclaré au Washington Post qu'une invasion et une occupation de Gaza nécessiterait jusqu'à 5 divisions de l'armée israélienne, une échelle de déploiement qui pourrait peser sur les ressources, qui est déjà confrontée à l'hostilité de certains réservistes face à la perspective d'une nouvelle guerre ouverte. En fait, en réaction à ces nouvelles qu'on évoque en ce moment, vous avez eu au cours des derniers jours un mouvement de manifestation de masse, des manifestations monstres un peu partout à Israël, dans la capitale, dans les grandes villes, alors que les Israéliens expriment leur frustration, leur choc, en fait, face à l'idée d'une nouvelle invasion renouvelée de Gaza qui, cette fois, nous dit-on, serait encore plus intense et commanderait toujours plus de ressources. Les Israéliens sont bien sûr épuisés de ce qui a été 2 années extrêmement mouvementées dans la région, tant pour eux que pour Hezbollah, Liban, etc. L'Iran, on a énormément été actifs et donc on espérait une forme de répit. Aujourd'hui, Netanyahou, de son côté, nous dit non, absolument pas. On veut profiter de l'opportunité du nouveau leadership pour relancer une nouvelle invasion qui éradiquerait entièrement le Hamas. Toujours cet objectif de base qu'on avait originalement. Donc, les Israéliens sortent en masse et en réponse à tout ça, curieusement, on se parlait de cette espèce de rupture entre le Hamas à Gaza et le Fatah en Cisjordanie, qui est l'autorité palestinienne d'une certaine manière. Aujourd'hui, le Fatah lève la main et appelle ouvertement le Hamas à quitter le pouvoir à Gaza pour préserver la vie des Palestiniens, nous dit-on. Voyant que visiblement l'obstination des Israéliens est de retirer le Hamas coûte que coûte, de mener une nouvelle guerre pour arriver à cet objectif, le Fatah dit, quant à ça, aussi bien se retirer immédiatement, allez-vous-en pour éviter une nouvelle guerre. Le Fatah, bien sûr, ayant un intérêt évident, ce serait probablement eux qui prendraient le contrôle de Gaza dans une telle éventualité. C'est pas mal les plus aptes, l'autorité désignée dans l'éventualité où on avait un vide de pouvoir à Gaza. On donnerait probablement le contrôle à l'autorité palestinienne, du moins c'est ce qu'ils espèrent. Alors là-dessus, il faut prendre avec un grain de sel, mais vous voyez que la position du Hamas est extrêmement difficile en ce moment, alors qu'on n'a même plus l'appui d'abord des joueurs régionaux qui sont prêts à travailler avec les Américains pour mettre le Hamas de côté. Vous avez Israël qui est prêt à retourner en guerre, vous avez l'Iran qui est isolé plus que jamais, tous les acteurs autour qui sont seuls, donc le Hamas n'a pas vraiment de choix. Il est possible qu'on décide de céder le pouvoir ou du moins de faire des concessions énormes, d'abandonner tous les otages immédiatement Et encore, ce serait pas assez. Ce serait pas assez, ce serait un retour à la guerre quand même. Netanyahou, visiblement, en a besoin pour rester au pouvoir et manifestement, il a l'intention de prendre le contrôle militaire de Gaza. L'un d'entre vous, d'ailleurs, il y a 2 semaines, je crois, m'avait posé en question sur un commentaire si le Hamas est déjà neutralisé, quel est l'objectif d'Israël à Gaza?
Normalement, c'était ça leur objectif, c'était de se débarrasser du Hamas, de mettre fin à la menace, de retirer l'arme qu'ils percevaient sur leur temple. À partir du moment où il n'y a plus de Hamas, pourquoi Israël continue à dédier autant de ressources, d'énergie, de capital politique à ce qui est clairement une source de friction? La seule raison que je vois, c'est la conquête territoriale. C'est qu'Israël a l'intention de contrôler Gaza, d'en prendre littéralement l'administration, de gérer l'aide humanitaire. Ce qu'on veut dire, donc, c'est exclure entièrement le Hamas. À partir du moment où on gère l'aide humanitaire, on gère tout ce qu'il y a d'approvisionnement, on gère tout ce qu'il y a de distribution, on gère nécessairement la sécurité autour des sites de distribution, on gère nécessairement les routes pour acheminer jusqu'à ces sites. Donc, ça ressemble beaucoup à un takeover total, prise de contrôle par Israël, avec un appui des États-Unis. Ne vous surprenez pas si c'est ce qui se produit au cours des prochaines semaines. Et voilà d'ailleurs pourquoi le Fatah et les autres pays arabes autour commencent à paniquer. Ils voient très bien qu'est-ce qui est écrit. En terminant, parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus non plus, on y reviendra certainement dans les prochaines semaines à travers notre couverture peut-être de la Serbie. Le Kosovo, l'Albanie et la Croatie dans les Balkans qui signent aujourd'hui une nouvelle alliance militaire. Kosovo, Albanie, Croatie qui signeront mardi à Tirana la déclaration trilatérale dans le but de renforcer la coopération trilatérale entre les pays, tandis que la Bulgarie a également été invitée à rejoindre l'alliance. Outre la coopération militaire et stratégique, cette alliance comprend également une coopération dans le domaine de l'industrie de la défense, a rapporté un média croate. Cette déclaration a été signée par les ministres de la Défense et ses homologues d'Albanie et de Croatie. Ce document comprend la coopération dans le domaine de la défense, les opérations militaires conjointes et la formation conjointe. Ce pacte a été conclu en raison des défis géopolitiques et sécuritaires en Europe du Sud-Est, ainsi que d'influences extérieures dans la région. Le clin d'œil, bien sûr, est fait à la Serbie, qui est vue comme un adversaire stratégique, un rival, si on le veut, de cette alliance, et c'est vu aussi comme une extension de l'influence russe. De plus en plus, ces pays ont l'impression que dans les Balkans, particulièrement à travers la Serbie, la Russie gagne en influence et que donc, une forme de dissuasion était nécessaire. On met ça, bien sûr, en superposition avec la mort cérébrale de l'OTAN au cours des derniers mois. Et bien sûr, il n'est pas surprenant de voir un certain nombre de pays chercher à former des structures alternatives. De mon côté, moi-même, d'ailleurs, je mentionnais sur les réseaux la semaine dernière la nécessité, ou du moins la justesse d'une initiative pour le Canada de groupes d'achat. On devrait, au Canada, former un groupe d'achat militaire, un partenariat stratégique, en ce sens, peut-être que le terme « alliance » est un peu fort, ça introduit une question de défense et tout ça. Disons un partenariat stratégique, un groupe d'achat, avec les pays scandinaves qui partagent, oui, les attributs de nordicité avec le Canada. Je pense au Danemark, je pense à la Suède, à la Finlande, je pense à la Norvège. Ce sont des pays qui ont des capacités de dissuasion tout à fait crédibles en matière militaire. On a des membres de l'OTAN là-dedans, bien sûr. En l'occurrence, le Danemark. Mais tout le monde est membre de l'OTAN, en fait, depuis l'adhésion de la Finlande. Tout le monde est membre de l'OTAN dans l'équipe. Donc, il y aurait une possibilité d'avoir une structure additionnelle où, sans dire on quitte l'OTAN, on se crée un levier. Si on veut acheter des brise-glaces, on a tous besoin de brise-glaces. On devrait avoir un groupe d'achat, créer un cahier de charges commun, réduire les coûts et sortir de l'approvisionnement américain. En ce moment, le Canada pense encore acheter des brise-glaces aux États-Unis à coût de milliards de dollars. On devrait former un groupe d'achat avec les autres clients potentiels qui, eux aussi, cherchent à réduire leur dépendance, qui ont une nouvelle émission de dette en ce moment, qui cherchent des nouveaux partenaires, qui voient que l'OTAN aussi est en mort cérébrale. Tout le monde partage le même constat. On devrait saisir cette opportunité. Même chose pour les chars, même chose pour les avions de chasse. On nous parle aujourd'hui d'un achat potentiel de Gripen. Tous les pays membres de cet espace devraient acheter des Gripen pour réduire les coûts, pour améliorer l'équipement. Le Canada pourrait y contribuer quelque chose. De la même manière, un peu qu'on a formé Airbus à travers une collaboration internationale de diverses industries en aérospatial, en exploitant les forces de chacun au niveau industriel, au niveau manufacturier, au niveau de la compétence, etc. On devrait faire la même chose. Aller chercher ce qui se fait de mieux en Finlande, ce qui se fait de mieux au niveau par exemple, des armées terrestres. Les opérations terrestres, les Finlandais sont fantastiques. À l'inverse, on va voir les Suédois, les Norvégiens, particulièrement les Suédois, en fait, on a vraiment une capacité maritime exceptionnelle. Les Suédois sont
très habiles en mer. Le Canada pourrait aussi travailler avec les Suédois là-dessus. Danemark, on a la couverture du Groenland. C'est un enjeu commun. Le Canada partage bien sûr un intérêt avec le Danemark à avoir un Groenland neutre, bien protégé, sur lequel il y a une souveraineté. Alors, j'imagine qu'on va voir de plus en plus ce genre de groupement, de rapprochement stratégique entre divers pays, alors qu'on découvre avec horreur que les structures qu'on avait sur la table sont toutes caduques et deviennent de plus en plus obsolètes. Je pense à l'OTAN, je pense au NORAD, je pense à tous ces autres groupes d'achat, l'AUKUS, etc. Tout ce qui prédate l'ère Trump, ça vaut plus rien. Tous les engagements préexistants des États-Unis sont nuls et non avenus aux yeux de l'administration actuelle. Donc, à mesure où on découvre tout ça, ne vous surprenez pas si on voit des alliances similaires apparaître au Pacifique, alors qu'on remet en doute la validité de la garantie américaine. Si on voit ce même genre d'alliance se produire, par exemple, en Afrique, au Moyen-Orient, rien de surprenant là-dessus. Donc, l'Europe semble déjà prendre acte de cette nouvelle réalité. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je ne veux pas m'éterniser trop longtemps pour cette revue de presse. On avait encore le dossier du F-47 qui n'est pas nécessairement trop important. On y reviendra peut-être éventuellement. Pour ne pas s'éterniser, on en a déjà plus d'une heure et demie. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été avec moi pour la revue de presse cette semaine. Si jamais on donnait une nouvelle, quoi que ce soit, pour notre invitation au chef de débat, je vous en tiendrai bien sûr au courant. Pour le moment, on est encore en démarche à ce niveau. On espère bien sûr que ça pourra se matérialiser. Sinon, je vous remercie 1000 fois d'avoir été là. Je vous remercie de votre confiance. Et d'ici la prochaine, partagez l'amour, semez l'espoir. Je vous aime. Bye bye.